Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 6. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, Comme d'hab, on va vous faire chacun une grosse reco. Peut-être, en tout cas, toi tu vas faire une grosse reco et moi je vais faire une reco dont on a déjà parlé, mais ça on vous dira plus tard. Voilà, et bien sûr il y aura le truc en plus à la fin, comme d'hab. Vous avez nos voix, vous avez le programme, vous connaissez la musique ou pas, mais en tout cas on y va, go de go, c'est quoi ta reco Ororo? alors Marocco, c'est l'album Bitume Caviar volume 2 de Limza Dolnay et Isha. On zonait à 3 dans le hall ou à 3 dans le sous-sol. Eux ils disent, je suis un roi sans trône, je suis un roi sans couronne. Moi je suis au top, je mène une vie de grand-père. J'ai jamais eu envie de régner, j'ai jamais eu envie de ramper. Je veux juste vivre en paix. C'était ta décision, t'as voulu la rendre mienne. Le poivre, t'as voulu le rendre miel. Mon cœur, tu l'as laissé en miettes. Il voulait bicrave comme ma Clignancourt. Il a ni le Tosma ni les clients pour. Faudra qu'il assume la peine qu'il encourt. 9, 3, 6, je le répète dans Donc chaque une fois des morceau. coutumes, J'ai pas des on recommande du rap français. Et Bitume Caviar, donc c'est la rencontre entre deux rappeurs francophones, l'un qui est bruxellois, donc Isha, qui est d'origine bruxellois-congolaise, et Limza Dolnay, qui lui est franco-algérien et est originaire de Aulnay-sous-Bois. Surprise, voilà, forcément. Donc c'est deux types qui ont absolument le même âge, qui ont commencé leur carrière un peu au même moment, et qui ont quelques petits points communs, et en fait qui ne se connaissaient pas de leur jeunesse, hein, et qui se sont rencontrés un petit peu par hasard, par le biais de potes en commun. Et ils avaient chacun une carrière qui débutait et qui marchait bien. Il y avait Isha, il est dans le business dans le rap depuis plus longtemps, puisqu'il avait un autre pseudonyme avant. Et puis il a changé pour son véritable nom. Et il a commencé à sortir des disques, je sais plus trop quand, à partir avec le nom de Isha, mais il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et ça marchait plutôt correctement pour lui, parce que le rap du coup belge francophone a eu un gros moment a eu beaucoup plus de popularité avec le succès de gens comme Damso par exemple, donc ça a amené un peu plus d'intérêt sur la scène rap locale, et donc du coup Isha a bénéficié de cette exposition, d'autant plus que c'est un mec super talentueux. Et ils se sont rencontrés donc autour de 2021-2022, et très vite en fait ils ont commencé à se parler, à faire un ou deux morceaux ensemble, notamment le morceau Starting Block. Et en fait, à partir du moment où ils ont commencé à bosser ensemble, les deux gars ont commencé à prêter attention un peu à ce que chacun disait autour de leurs morceaux dans les interviews, et ils se sont sentis en fait un vrai lien, quoi. Ils se sont dit, putain, mais en fait je m'entends bien avec lui, mais en plus on partage les mêmes idées, un peu sa sensibilité me touche, et donc du coup en tout cas Isha a pris l'initiative de proposer, de se dire genre allez, on se fait une mixtape ensemble, mais un petit peu comme ça, quoi, histoire de aller calme, quoi. Et ça lui plaisait en fait à ce moment-là de faire un projet qui était plus il n'y avait pas de gros objectifs commerciaux, quoi. C'était vraiment on y va doucement, et pour le coup Limza c'était pareil, c'était vraiment l'objectif, c'était juste de faire un truc posé. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, les morceaux sortaient plutôt tellement bien, en fait, qu'ils ont commencé à se dire, genre, on va prendre ça un peu plus au sérieux. Et ils ont sorti l'album Bitume Caviar, donc le volume 1, qui est sorti en 2023.
et qui a eu un gros succès. Ils ont eu vraiment une grosse reconnaissance à partir de là, pour leur boulot ensemble. C'est un truc qui a été, accueilli autant par la critique que le succès public. Et on arrive du coup en 2025, l'an dernier, à Bidou Caviar volume 2. Donc, c'est un disque qui réunit, 2 gars qui ont donc chacun une trajectoire différente, mais qui se retrouvent sur plein de choses et sur plein de sujets, et ça se sent. Autant dans la manière de, je pense, de choisir les morceaux pour le coup, il y a une véritable unité en fait dans l'ensemble du disque. C'est un disque qui est, je dirais pas plus cohérent que le précédent, parce que le précédent était quand même très bien. Mais, Bidou Caviar, en fait, le volume 2, il présente quelque chose de beaucoup plus triste en fait. C'est une ambiance beaucoup plus morose, et les 2 gars en fait se rejoignent sur une vision, plutôt pessimiste du quotidien, ce qui est pas très compliqué à à comprendre. Mais il y a une véritable lucidité en fait. C'est vraiment du rap de mecs qui arrivent sur leurs 40 ans et qui ont une véritable, enfin, c'est du rap conscient, mais de conscient dans le sens de conscient de qui ils sont, conscient de où ils se trouvent, d'où ils viennent, de où ils sont arrivés, de ce qu'ils sont obligés de faire, en termes de musique, de business, de la manière dont ils doivent se comporter, comment les autres se comportent autres, comment, les choses ont évolué autour d'eux, leurs perspectives, et c'est un disque vraiment super intéressant. L'écriture est vraiment mais exceptionnelle. C'est des types en plus qui savent rapper, mais qui ne font pas, de grands effets de style, même si c'est techniquement extrêmement, enfin vraiment irréprochable pour le coup. Il n'y a pas de tentative de dire: «Regardez à quel point on rappe méga bien», en fait. Les mecs disaient même en interview, avant la sortie de Bitume Caviar volume 1 en fait, qu'ils avaient un peu dépassé totalement l'objectif de dire, «On va montrer qu'on est des super rappeurs», parce ils s'étaient rendus compte qu'au final, le fait de vouloir faire mieux techniquement, ça apportait pas grand-chose, et que finalement les gens s'intéressaient plus à la personnalité des gens et ce qu'ils avaient à dire, plutôt que de savoir si ils rappaient méga bien ou pas. Et les gars en fait ont vraiment la capacité pour assurer, il y a pas de problème, c'est vraiment pas c'est des types qui techniquement sont vraiment là où il faut, mais il y a pas cette volonté de dire genre: «Regardez, on va faire du repeat rap quoi», ouais, essayer de d'impressionner tout le monde. C'est pas un peu comme, par exemple, dans un projet comme Run the Jewels avec, LP et Killer Mike, ils ont la volonté quand même de un peu se dépasser chacun et de montrer à l'un et l'autre, de dire genre: «Regarde à quel point je rappe mieux», et puis le mec, d'à côté va dire genre: «Attends, je vais faire encore mieux que toi», et il y a un peu cette dynamique-là, alors que là, les 2 gars, ils se rejoignent vraiment sur, cette volonté de se confier, en fait. Il y a véritablement quelque chose de très mature dans ce disque, dans le sens où c'est qui s'ouvre alors, à la critique, qui s'ouvre, à comment dire? La découverte, en fait, de tout ce qu'ils ont traversé, et même s'ils ont chacun un parcours, quand même plutôt chargé, tu sens qu'ils ont envie de dépasser, en fait, comment dire? L'observation de base, et d'aller Ouais. plus loin. Du coup, on va parler un petit peu plus des morceaux, un peu en profondeur. Il y a quand même pas mal de stations que je peux ressortir. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu as pensé du disque, si tu le connaissais ou pas? Alors, je ne le connaissais pas, très clairement. Ça m'a énormément interpellé, j'ai été écouter pour le coup quasi immédiatement derrière le volume 1. J'ai une très nette préférence pour ce volume 2, que je trouve, alors je suis pas un amoureux nécessairement du rap français, entre autres à cause du fait que je trouve qu'il est devenu ces dernières années très compliqué d'avoir un rap français de qualité où le flow est lui aussi en même niveau que la qualité que le mix, et là pour le coup, eux ils sont vraiment très bons, ils ont quelque chose à dire, ils ont vraiment quelque chose à raconter, on retrouve une qualité d'écriture et une forme de lyrisme dans ce qu'ils proposent qui est, super intéressant. Hem, Ils ont la subtilité dans leur mix d'être extrêmement intéressants. J'adore le dernier morceau, Ça suffit pas, qui démarre tellement chill, et leur flow vient se poser dessus de façon, ultra intéressante, et sans parler du contenu réel des paroles. Heu, il y a une qualité et une richesse de production que j'avais pas entendue, je trouve, depuis très longtemps dans du rap français.
Alors honnêtement, je les connaissais pas. Je vois qu'ils sont quand même pas vieux, dans leur, «existence» entre guillemets. Ah, J'ai depuis 2002, hein, quand même, ça fait au moins chacun 2000 2002-2004 en fait. Isha 2002 et Limsa 2004. Donc c'est des types qui ont quand même un parcours depuis une bonne vingtaine d'années, hein, bah, dans le milieu. bon alors moi de ce que j'ai trouvé de, l'IMSA, c'est que c'est vraiment à partir de 2010 qu'ils commencent à avoir, Ah oui, un mais nom. avant ça, t'as des featuring, t'as des trucs Ouais, autres, genre au-delà de la carrière sur disque, en fait. C'est des mecs qui ont fait leurs armes depuis un paquet de temps, en fait. Je te dis, alors même oui. Isha, il avait un autre pseudo avant, tu vois. Il s'est. Non, non, ça je suis d'accord qu'il a littéralement une autre carrière, enfin surtout l'IMSA d'Aulnay a vraiment pour moi oui les featuring c'est bien, mais quand tu rappes avec quelqu'un, c'est complètement différent de produire un album ou d'avoir son propre album et je trouve que du coup, heu, là où il devient extrêmement intéressant et là où du coup cet album est hyper intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont trouvés tous les 2 dans Ah oui, complètement, ouais. une dynamique créative, artistique, dans une dynamique d'idées et de production que je trouve hyper réussie. Honnêtement, je trouve que ce volume 1 et ce volume 2 appellent un volume 3 parce Ah bah que carrément, ouais. ce qu'ils racontent dans le 1, ce qu'ils racontent dans le 2, l'histoire qu'ils nous racontent, leur histoire qu'ils nous racontent et qui évolue, heu, j'ai envie d'avoir un troisième volume de ça. J'ai envie de réentendre ces 2 artistes ensemble vraiment, vraiment, vraiment de ouf, quoi. Mais je pense Heu, que, enfin, c'est pas fini. Enfin, j'ai pas vu d'interview super récent d'eux, mais j'ai vu une interview d'eux de 2023 quand l'album était pas encore sorti. C'est très amusant en fait de regarder, d'écouter ce qu'ils ont à dire, mais aussi de voir comment ils se comportent l'un envers l'autre. mmh, Genre même dans la gestuelle, dans le comment dire, le langage corporel en fait. Il y a vraiment des moments où genre l'un va dire quelque chose et tu regardes le visage de l'autre et il a la main sur le visage en train de réfléchir, dire genre ah ouais. C'était tout le temps tu sens que c'est des mecs qui ont vraiment trouvé, je dirais pas leur âme sœur parce que ce serait peut-être un peu abusé, mais tu sens que c'est une vraie relation quoi. C'est pas juste une petite collaboration histoire de dire genre allez on va faire un disque ensemble. C'est vraiment des gars qui se sont trouvés genre des vrais bons potes en fait. ouais, Ils s'apportent énormément. Donc déjà le Isha en fait de base sa volonté c'était de faire un groupe donc il y avait un peu un côté rêve de gosse de dire genre ah putain je vais faire un truc comme ça. Et il cite d'ailleurs dans une interview, enfin dans le même interview, euh, The Rockwiler de Method Man et Redman, tu vois, cette dynamique-là mmh, entre deux rappeurs. Et même si techniquement on n'est pas du tout dans le même délire, tu vois, ce genre de dynamique et d'énergie, là, le duo de Method Man et Redman, il est juste impitable, quoi. Enfin, il est pas impitable, ouais, pardon, il est juste incroyable, quoi. Donc, il y a vraiment cette volonté déjà de faire un truc, d'accomplir quelque chose, d'un objectif perso. Et au-delà de ça, en fait, tu sens que les deux s'apportent un certain équilibre, en fait, dans leur carrière, dans leur manière de voir les choses. C'est vraiment deux mecs à qui, et ça s'entend dans les paroles, hein, qui apportent, qui s'apportent beaucoup l'un à l'autre. C'est une vraie, enfin, j'aime pas du tout le terme de bromance dans ce cas-là, mais c'est une vraie amitié entre oui, hommes. Une vraie collaboration entre 2 artistes qui en plus s'ouvrent l'un à l'autre en disant genre: «Voilà ce que je pense vraiment, en fait». J'ai écouté les disques les sorties de Isha et de Limza d'Aulnay, individuellement. Ils sont tous très bons, hein, il y a vraiment rien à redire. Mais tu sens vraiment le degré de maturité qui a évolué, quoi, entre les premiers morceaux du retour de Isha, où il y a des trucs qui sont un peu pas misogynes, mais qui sont un peu plus sexistes, des trucs, qui sont un peu plus en mode genre: «Ouais, on va faire un peu la guerre», tu vois? mmh, Genre, mais je vais dire, tu sais, c'est des un bons truc qui morceaux de club. Et ouais, là, qui c'est est pas du tout là le délire club, en fait, on est vraiment dépassé totalement cet objectif. D'ailleurs, mmh, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'avant, alors sur le morceau sur le 1 album, il y a un morceau, alors c'est le morceau «Inna the Club». En fait, il y a eu plusieurs productions dessus, en fait. Et à la base, ça aurait pu être un morceau beaucoup plus agressif, en fait, un gros, gros banger qui était écrit d'ailleurs par Isha comme un truc pour faire sauter le public. Et en fait, le fait qu'il soit accordé dans un genre: «Non, non, 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 mais en fait, on va partir sur un truc beaucoup plus pessimiste», pour moi, c'est vraiment ça met déjà le ta ça peint un peu le tableau, quoi, vraiment le décor dans lequel les mecs veulent évoluer. C'est pas de faire des morceaux, en fait, qui vont taper l'oreille, qui vont faire d'ailleurs sur Volume Caviar, sur Bitume Caviar volume 2, tu as justement visiblement qui est un morceau qui se moque un petit peu des poncifs du rap qui veut rien dire.
Et tu sens que là, il y a encore une volonté de dire genre: «Non, mais on va éviter, on va contourner toujours, ce que les gens ce dont on est capable de faire. On serait capable de faire quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus radiophonique». Alors après, c'est quand même très mélodique, hein, pour le coup. C'est même des fois des Ouais, moments, un disque qui côtoie un petit peu «la variété» entre guillemets, dans le sens où, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chanté, Limsa, du coup, il a un flow qui s'y prête un peu plus. Mais, tu vois quand même quelque chose qui pourrait être beaucoup plus facile d'accès et les mecs volontairement disent des choses qui sont beaucoup plus difficiles à entendre. Je vois, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée sur le morceau de Berlingot, qui est: «On ne demande pas d'aide quand on étouffe». ouais, C'est c'est dit au détour d'un morceau, c'est quand même très, très fort. C'est le genre de choses que beaucoup de gens ont besoin d'entendre, quoi. ouais. Il y a aussi, pas mal de commentaires d'ailleurs sur la toxicité masculine. Je vois sur le morceau, alors 15K, je vais voir mes vieux copains et je papote avec eux et je me dis que si je les rencontrais aujourd'hui, il y en a beaucoup, je serais pas pote avec eux. D'une, écriture parfaite. Deux, c'est très, très important de mettre en valeur justement cette question du: OK, je suis grandi dans ce milieu-là, mais j'ai fait d'autres expériences et quand je reviens, je me dis genre: «Ah ouais mec, mais t'as pas grandi». On en parlait, d'ailleurs quand on avait parlé de l'album de Ivys, Oui, le Talk for Hours, quoi, le morceau de Talk for Hours où justement, le fait de dire genre: «Il faut ouvrir la parole, il faut se parler entre eux», puis tu parles à des gens et tu te dis genre: «Ah ouais mais attends, tu sais qu'on t'as pas grandi, genre t'as pas dépassé le cliché de ce que tu faisais, qu'est-ce qui se cache derrière, quoi? Est-ce que tu pas de pourquoi tu refuses d'avancer? Est-ce que c'est parce que tu veux pas avancer? Est-ce que tu veux pas montrer véritablement qui tu devenu? Ou est-ce que c'est juste que t'as pas encore la perspective et qu'il te manque, qu'on a besoin de dialoguer plus pour que tu te rendes compte qu'il y a un monde au-delà des clichés que tu répétais quand on était gamin, quoi? ouais, Cette volonté de désamorcer un petit peu comment dire? Les codes, qu'on a pu apprendre quand on était gamin et de fait de dire genre: «Mais attends, on peut devenir plus sensible mais en même temps, la raison pour laquelle on ne devient pas plus sensible, c'est aussi que le monde nous rend beaucoup plus dur, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas montrer de la sensibilité, qu'on ne doit pas s'ouvrir aux autres, qu'on ne doit pas, s'exprimer, et montrer justement ses faiblesses parce que c'est comme ça qu'on peut progresser et je trouve, enfin, Bitume Caviar est vraiment blindé de et pas de leçons, tu vois? C'est pas un disque donneur de leçons, c'est pas un disque qui dit genre: «Regarde, tu peux faire mieux que ça», c'est un disque qui parle d'une c'est un vrai perspective. partage. C'est un vrai partage de Ils partagent leurs perspectives. ressentis, leurs Ouais, expériences et comme tu disais tout à l'heure, moi, c'est une des raisons que tu aimais un peu moins le début, mais oui, parce qu'il était dans l'attendu, ce qu'on voulait du rappeur, du mec qui fait du rap, de cette espèce de côté clash et cash et cette culture très, très masculine, voilà. qu'il y a dans le rap, que ce soit américain ou français ou Bien n'importe sûr, quel autre pays. Et c'est vrai ça que fait c'est partie un du des trucs délire. que j'aime le plus dans cet album-là, c'est vraiment, 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 l'écriture, enfin, comme tu as suffisamment cité d'extraits, je peux là, pour le coup, il est hyper simple d'accès, hyper simple d'écoute. Je trouve qu'il est à la fois plus riche, plus pertinent, plus honnête, plus cash que certains albums des plus récents de Big Flo et Oli, qu'on aime ou pas, c'est pas la question, mais Ah oui, non, non, mais après, tu vas voir, tu sais quoi? En fait, je rigole, mais en même temps, j'ai jamais écouté Big Flo et Oli. alors, Donc je je te dois avouer. écoute juste le dernier, t'occupe pas du reste, mais il y a l'intérêt, c'est que c'est des gens qui sont faits sur le commerce, sur une image assez commerciale, un peu provocatrice via les réseaux et YouTube, et qui ont réussi et qui, avec le temps, gardent une qualité et commencent à font un parcours bien plus long et ils ont rapporté bien plus d'argent. Comme on en parle là, c'est-à-dire ce sont des gens qui finissent par atteindre un niveau où ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils ont envie de dire. D'accord. Et du coup, de parler d'eux, de parler honnêtement d'eux, et ils deviennent, alors je dis pas intéressant, moi le vrai problème que j'ai après avec ces gens-là, c'est la qualité des mix derrière où tu peux Ouais. m'écrire des trucs sympas, si tu me fais de la merde derrière sur du rap, enfin, tu perds 50% de l'intérêt du truc. Mais Oui, ça, c'est autre chose, c'est une autre question. C'est pas du mauvais, c'est juste trop facile, on va dire, pour être simple. Et eux font pas dans la facilité, font dans l'honnêteté. Tu parlais de Berlingot, moi l'album quand je l'ai lancé, il m'a littéralement cueilli à froid. J'adore cette ouverture. Je parlais tout à l'heure du dernier morceau. L'un et l'autre se renvoient avec des ouvertures hyper sobres, hyper posées, et les flots viennent coller sur l'espèce de rythme qu'ils ont déjà insufflé sans être mou, sans être neuneux. Et je suis fasciné par leur qualité d'écriture
que je te dis que je trouve bien plus abouti sur ce volume 2 et que je trouve surtout bien plus abouti que l'ensemble de ce que j'ai pu vite fait écouter des 2 artistes séparément. Alors, je cracherai pas non plus sur le reste des artistes, hein, Non, encore une non, j'ai dit fois, hein, plus abouti, j'ai dit plus abouti. c'est plus mature, en fait. Parce que pour Ouais, le coup, il y a vraiment enfin, l'un des morceaux que je trouve qui est pas mature du tout, mais qui est énorme sur son premier album, c'est le de Isha, c'est le morceau, «Oh putain» avec l'accent du sud. C'est pas du tout mature, mais qu'est-ce qui défonce ce morceau? C'est trop cool. C'est vraiment génial. Après, effectivement, si t'attends le degré d'intelligence et de subtilité qu'il y a dans Bitume Caviar, tu vas te dire genre: «Oh, c'est le même mec». Bah, genre oui, c'est juste que, bah, il a grandi quoi et puis il arrive avec son disque. Il a aussi voulu faire quelque chose qui rentrait peut-être un petit peu dans certains codes. Bon, bah, il le fait méga bien, tu vois? Le morceau passe encore super crème, mais effectivement, c'est pas du tout tu vois l'évolution du gars. C'est d'ailleurs vachement intéressant de voir les 2, de regarder leur musique avant, et de voir à quel point, en fait, je pense qu'ils attendaient chacun qu'on les pousse un petit peu mutuellement, se dire genre: «Ah bah tiens, je voudrais parler de ça» et du coup, tu sens que la en réponse, l'autre de faire genre: «Ah ouais, bah dans ce cas-là, attends, moi aussi je vais parler de ça» ouais, et pour le coup, il y a une vraie volonté, hein. Je peux continuer à faire des petites citations de rimes, hein, qui pour le coup sont absolument mortelles. Il y a un truc sur, l'exploitation des cultures non blanches, donc des cultures racisées, sur leur morceau Abdel Malik et Wallen ouais. et vous, faut vos ancêtres à vous que l'on vous portait est à nous, mais comme un sketch de Barbuche et c'est à nous, pour l'instant, je sais que c'est tabou. Genre, Ah, OK. ça mérite totalement de regarder bon, déjà écouter attentivement, mais en plus d'avoir les textes à côté, de regarder, parce il y a tellement de super phrases, des super rimes, c'est super intelligent, c'est très, très bien écrit, et encore une fois, tu sens en fait, c'est en le lisant parfois que tu te rends compte à quel point les mecs ont cherché à la complexité dans leurs rimes et en même Mmh. temps, c'est tellement facile d'écoute et tellement facile à comprendre à la première écoute que tu le ressens pas nécessairement. Ouais. Tu te dis pas genre: «Oh putain, c'est super compliqué», mais quand tu regardes effectivement à l'écrit, tu dis genre: «Ah ouais quand même, c'est vraiment pas évident d'arriver directement à des rimes où il y a autant de syllabes, il y a autant de choses qui se répondent quoi». C'est en termes d'un point de vue d'écriture, on est vraiment à un super niveau. Ouais. Hem, à côté de ça, on parle un peu peut-être des instrus, donc la qualité des compositions vraiment mortelles. Il Ouais. y a des trucs, un peu à la Burial, je trouve, le morceau, 15K ou Berlingo, pour moi ça fait vraiment un peu écho à l'école du dubstep, de chez Hyperdub. On est vraiment dans ce genre d'ambiance très mélancolique, vraiment enfin, il y a un côté très, très français en plus. Vraiment, je trouve que je me retrouve totalement dans l'esthétique parisienne, et l'atmosphère que je ressens quand je suis à Paris, tu vois? Le côté Ouais. quand tu te trimbales dans les couloirs du métro et que c'est pas vraiment enfin, c'est pas rassurant en même temps, pour moi, c'est un retour à la maison, mais en même temps, il y a un côté genre: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Il peut y avoir, c'est un peu le chaos, quoi. C'est par rapport aux Pays-Bas, tu vois? Qui est méga calme, tu vois? Les gens sont ultra enfin, c'est soit des touristes qui savent pas où ils vont, soit des mecs qui tracent et qui sont chauds à mourir. Les Français et les Parisiens, c'est le chaos, quoi. Et il y a cette atmosphère-là que je retrouve, en fait, dans le ton des instrus et dans la manière enfin, dans ce qui a été choisi, en fait, pour illustrer les paroles des mecs, quoi. Hem, il y Ouais. a un featuring aussi qui est extrêmement bien placé, du chanteur, alors c'est Yamé, qui est sur le morceau, La vie qu'on mène. Extrêmement bien voulu, quoi, j'aime vraiment beaucoup sa voix et le fait d'avoir choisi en plus un chanteur qui a une voix et une manière de poser d'ailleurs qui est assez originale quand tu écoutes surtout ses morceaux en solo. D'avoir choisi un mec qui a une voix, alors R&B mais dans un registre presque inhabituel, qu'il y a un côté un peu queer en fait. J'ai pas l'impression que le mec est queer, tu vois? En tout cas et s'il l'est, il est pas il y a pas eu de coming out quelconque. Mais pour moi, ça, c'est pas un mec qui essaye de se la jouer registre R&B masculin, tu voix Ouais. grave, un peu genre, «Oh je te séduis bébé», tu vois? Ce qui marche très bien, ce qui peut être aussi, fantastique, hein, mais là, on est plus proche d'un mec comme D'Angelo, quoi et c'est extrêmement intéressant la manière dont il pose, et d'ailleurs, j'en profite aussi pour recommander donc de Yamé, il a un morceau qui est sorti dans pas la compilation, mais tu sais l'initiative Colors, en fait, espèce de je sais pas comment on appelait ça d'ailleurs,
Colors, c'est des mecs qui font venir des gens pour poser des morceaux individuels Ouais, et non, qui sont filmés dans des décors on en colorés avait et déjà tout. parlé. On en a déjà parlé plein de fois, il y a Ouais. plein de mecs qui ont fait des featuring chez eux. Ben, notamment Lloyd Carner, par exemple, avait fait un truc chez Colors, Benjamin Apes avait fait un truc chez Colors, enfin, tout ce genre de mecs. Et Yamé a fait un morceau avec eux qui s'appelle Bécane, et qui est exceptionnel. Ah ouais? Qui est vraiment monstrueux, vraiment. Et là, pour le coup, tu sens que sa manière de poser, en plus, est très originale. C'est pas du tout. Là, je sors de chez mon coiffeur qui écoute beaucoup de R&B très 90s, tu vois, un peu à l'ancienne, ce qui est cool. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans une manière de chanter et de poser qui, pour moi, s'inspire plus de ce que fait, des trucs plus originaux que faisait D'Angelo, en fait. Ouais. Genre, le mec flotte sur l'instru, c'est vraiment très impressionnant. Et ce que j'ai pu écouter d'autres de lui en plus, le petit bout, c'est aussi très très bien. Donc, vraiment un mec à écouter. Il y a des côtés un petit peu jazz, des côtés un petit peu trap dans les instrus Bitume Caviar aussi. Mais on reste quand même dans un truc, dans un registre vachement mélodique en fait. C'est pour moi en fait qui aime pas trop les instrus, enfin les beats trap et qui aime pas généralement les trucs au piano un petit peu langoureux quoi. Ça c'est vraiment les trucs qui généralement m'emmerdaient quoi. En Bah, fait, c'est ce côté variété dont tu parlais tout à l'heure qui voilà, mmh. ce genre de choses, ça m'emmerde monstrueusement, mais là, en fait, c'est tellement bien foutu. Et aussi, c'est des morceaux courts où la voix, en fait, rejoint très vite les instrus et on s'éternise pas à essayer de faire du dramatisme, en fait. T'as jamais l'impression que les mecs essayent de faire du tir-larme. Ils essayent Ouais. pas de se dire, genre, regarde, la rue, c'est difficile, tu vois, genre, Mmh. le détour que peuvent prendre des fois les rappeurs quand ils se la jouent un peu trop Renault. Déjà, Renault, moi, j'ai du mal, alors en plus, quand t'as des mecs qui essayent d'appesantir, de mettre, d'appuyer sur le bouton. Alors là, aujourd'hui, ça va être dramatique, genre, c'est pas possible. Et là, pour le coup, les morceaux le font pas, tu vois? Le morceau Fin du monde qui est pourtant, genre, vraiment pessimiste, tu vois? Voire, Ouais. le refrain, c'est dire, genre, j'attends que ça c'est pas que j'attends la fin du monde, c'est que je me dis, genre, si jamais la fin du monde arrive, j'aurais pas de regrets, tu vois? Et là, pour le coup, c'est pas du tire-larme, c'est triste, c'est touchant, mais j'ai pas l'impression que ce soit faux, en fait. J'ai pas l'impression qu'on essaye de me tirer à dire genre: «Regarde la misère», genre, bah non, je suis bien au courant et justement, la manière dont ils ont d'amener les choses font que, bah, tu rentres directement, tu enfin, en tout cas, moi, j'adhère totalement à ce qu'ils proposent. J'ai pas l'impression qu'ils me racontent du faux, en fait. J'ai l'impression toujours qu'on tape totalement dans le juste. Ouais, Heu c'est vraiment l'honnêteté qui ressort de leurs mots et de la manière de les dire est vraiment incroyable. Totalement. Donc ouais, c'est vraiment un disque très cohérent. Autant le 1er, je trouve qu'il y avait un petit côté entre guillemets, un enfin, compilation dans le sens où tu avais beaucoup de changements d'atmosphère. Mmh. Alors, j'ai adoré, hein, je le trouve toujours très bien le 1er, hein, mais là, on est vraiment dans un truc beaucoup plus cohérent, avec une vraie ligne directrice. Ouais. D'un point de vue artistique, je trouve en plus les pochettes géniales. Autant le premier où ils étaient posés avec leurs poissons. D'ailleurs, ils ont trouvé le nom Bitume Caviar après avoir choisi la pochette. Donc, genre On le concept est venu après, enfin le titre est venu après la pochette. on en parle des Euh, pochettes. oui, alors, vraiment, vraiment top. Et pour le coup, ouais, la nouvelle, là, avec justement, ils sont là maraîchers avec leur petite. Comment dire, Leur boîte de thon, leur boîte de thon, c'est tellement enfin, intelligent. pardon, de caviar beluga. Voilà, donc, ok, caviar beluga, mais effectivement, c'est très très bien pensé. Mais tu sais que c'est déjà un C'est. beluga qu'ils avaient entre les mains sur la couverture du premier. D'accord. Alors, ok, alors, je savais pas. Alors, donc, du coup, moi, je ne connais pas en poisson, donc merci, monsieur, merci, monsieur le poissonnier, le complément d'information. Mais Mais, ce coup des pochettes, pour le coup, ça, c'est vraiment un truc Aïcha. Dans sa vie les 3 albums, La Vie Augmentée, je les ai pas encore écoutés, mais je les ai mis de côté rien qu'à cause des pochettes. Je sais pas si tu les as vus? si, un petit peu, je les ai écoutés surtout, mais oui, effectivement, le scan de D'abord ses sa dents. bouche, ensuite la radio de sa bouche, enfin de ses dents et ensuite une version, robotisée de sa mâchoire avec ses dents. Enfin, c'est il y a les 3 pochettes des 3 volumes, c'est assez, enfin j'aime bien ce genre de concept, complètement, tapé et je trouve que là, le faire un truc qui s'appelle Bitume Caviar et nous présenter, 2 mecs qui bah, donc caviar, hein, mais qui trimballent un beluga, heu, enfin juste j'adore. C'est pour ça Ah, je mais il y a un vrai truc. j'ai écouté, en fait, j'ai découvert ça, en fait, par la story d'un mec que je suis sur Instagram.
Et quand il a posé la pochette dans ses stories, j'ai regardé, je suis genre: «OK, je vais écouter ça juste pour ça». Mmh. Et à partir de là, en fait, j'étais genre: «OK, d'accord, en plus j'adore totalement la musique, ça passe». Mais les pochettes, c'était vraiment le truc qui m'ont amené le plus. Encore une fois, l'industrie du disque veut qu'on consomme du single, l'industrie du disque veut qu'on consomme de la pochette créée par intelligence artificielle, vite fait. Tu regardes ce genre de concept, tu sais, genre, mais voilà, c'est comme ça que tu les gens, que tu l'attention, que tu fais un vrai projet, un Ouais. vrai disque cohérent. C'est quand tu prends vraiment du temps à pas genre, faire des prompts à la con sur ChatGPT pour faire genre: «Alors dessine-moi encore je sais pas, un arc-en-ciel avec, des fusées qui traversent, quoi». Genre non, tu prends les 2 mecs, tu fais genre: «Ça vous dit pas, vous vous postez avec des belugas sur le coin là, après avoir pêché, vous nous montrez votre pêche». Et heu et c'est beaucoup plus cool, en fait, c'est beaucoup plus intelligent. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose J'ai à ajouter? Oui, oui, Vas-y. alors j'ai du coup réécouté beaucoup j'ai écouté attentivement le seul interview d'eux que j'ai pu trouver, donc et ils sont passés dans l'émission de Mehdi Maizi, qui est un podcast sponsorisé par Apple. Et visiblement le mec, alors je connaissais pas du tout, mais il rencontre plein de mecs, du rap français et tout, ça a l'air d'être assez populaire. Donc les gens qui connaissent sont sûrement en train d'écouter en disant genre: «Putain, tu connais rien, machin». Oui, effectivement, je connais rien au rap français. Mais Et au donc du podcast coup francophone. et aux accents francophones. Mais donc du coup, j'écoutais ça et à un moment, en fait, Limza, en fait, parle du des différents types de rap, du fait que du coup, aujourd'hui, tu peux faire plein de choses. T'as pas besoin de rentrer dans un créneau, en fait. Maintenant, tu peux vraiment, tu peux faire ce que tu veux et en fait, tu vas avoir des choses qui vont plaire à certains publics, pas à d'autres. Et un truc qui m'a Ouais. interpellé en fait et qui a rien à voir avec Bitume Caviar, mais qui m'a interpellé dans l'interview, c'est que lui il parle du fait qu'il y a différents types de rap, donc t'as du rap maintenant pour les mecs qui sont seuls tout, qui restent chez eux, il y a les mecs qui vont en soirée, et t'as du rap pour les mecs qui écoutent du rock. Et le mec, donc, qui est Mehdi Maizi, qui a l'air d'être un mec pourtant expérimenté, en entendant la formule du rap pour des mecs qui écoutent du rock, le mec a fait genre à rigoler en mode genre ouais c'est ça. Et j'étais vraiment de dire genre waouh, vraiment c'est un nouveau concept pour vous, genre il y a que quelques mecs qui se sont rendus compte qu'il y avait des groupes de rap ou des trucs de rap qui plaisaient aux gens qui écoutent du rock. Alors je trouve pas que Bizum Caviar ce soit du rap pour des mecs qui écoutent du rock, pour le coup Non. je regarde un petit peu la critique. Globalement, le public rap est vraiment à fond dedans, même s'il y a des gens comme moi, par exemple, qui écoutent aussi du rock, euh, qui aiment. Je pense pas que ce soit fait spécialement pour ça. On n'est pas face à un Cypress Hill, Non. par exemple. Ça, Cypress Hill, pour moi, c'est clairement l'image d'Épinal du groupe de rap qui, oui, ils ont un public rap, mais enfin, c'est quand même un groupe qui trouve un public rock. Ils peuvent toujours encore faire des dates de festival, des festivals rock sans problème. Alors que maintenant, dans le milieu rap, ils sont peut-être un peu dépassés. Dans le milieu rock, ils arrivent et il y aura toujours du monde pour venir les voir, tu vois. Ouais. Et le fait que ce soit un concept nouveau, ça m'a un peu interpellé. Enfin, en tout cas pour ce mec, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, genre, mais en fait, c'est peut-être pour ça en fait, que souvent j'ai du mal avec le rap français, parce qu'ils essayent tous de canaliser, ou en tout cas beaucoup essaient de se canaliser dans une seule direction. Euh, et, euh, et en fait, bah, du coup, c'est la direction qui m'intéresse pas, parce que c'est la direction qui est plus, comme tu disais auparavant, plus variette, un peu plus tendance, on veut plaire à un plus large public, on veut faire en Ouais. sorte que ça marche, bon, ce qui est logique aussi, hein. Enfin, les mecs, ils arrivent, ils vont pas essayer de faire juste de la musique pour espérer peut-être arriver à toucher le cœur des gens et perdre de la thune, tu vois. Mais là, on est vraiment face à un disque qui, justement, est potentiellement un truc qui pourrait être un truc de niche, qui ne l'est pas parce que je pense que c'est un sujet beaucoup plus large, mais peut-être aussi parce que un truc comme ça dans le rap français qui pourrait être un disque de niche, comme il est tellement bien foutu, mais il est tellement dans un créneau original, bah du coup en fait il trouve un public beaucoup plus large parce que les gens font genre putain c'est différent, c'est vachement bien. Oui, il y a Alors un côté que très, à la française aussi voilà, dans la totalement, réalisation. totalement. Alors que il y a, enfin tu vois, quand tu regardes la production rap américaine par exemple, donc bien sûr qui est enfin exceptionnelle, enfin qui est beaucoup plus large. On a quand même dépassé beaucoup plus le créneau de dire genre: «OK, ça peut marcher qu'avec tel public», tu vois? Et le fait qu'un mec comme Lisa Dolnay arrive à dire genre: «Bah, ouais, non, maintenant on n'a pas be tu plus besoin de forcément faire ça», ben, ça montre pour moi une certaine évolution. Je pense que, par exemple, Benjamin Epps, par exemple, dont j'ai bien aimé d'ailleurs les albums les plus récents, Mmh. parce qu'on avait parlé que de ses tout premiers trucs, mais les machins qu'il a sortis l'an dernier, très cool aussi. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est aussi un mec qui touche aussi un public rock, tu vois. Je pense que Benjamin Epps, je sais pas à quel point il y a des gros fans de rap qui écoutent ça,
mais je pense qu'il y a aussi pas mal de mecs qui écoutaient du rock et qui écoutaient NTM à l'ancienne et qui font genre: «Ah putain, c'est vachement bien», parce qu'ils s'y retrouvent, tu vois? Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit commentaire en dehors, parce que du coup, je découvre un peu plus, je m'intéresse plus à des trucs de rap français maintenant que je vais écouter ces mecs-là. En plus de gens comme Alpha One, par exemple, ou Benjamin Epps, tu vois? Je commence un peu plus, à trouver de plus de gens que j'aime dans le rap français et du coup, écouter un peu les propos et dire genre: «Putain, mais c'est marrant vraiment la différence entre ce que je connais dans les trucs qui sont «acquis» hein, entre guillemets dans le rap américain et le rap en anglais ou du Royaume-Uni et qui sont pas nécessairement encore acquis en fait dans le rap français malgré enfin le longue histoire que le rap français a déjà. Enfin ça fait quoi 40-45 ans que le rap français ça existe? Ouais. Si le rap américain ça enfin le rap qui a commencé aux États-Unis ça a 50 ans, je pense que ça a facilement 45 en France, tu vois? Et sinon 49, tu vois? Et heu et je suis très surpris qu'en fait on soit encore, dans ce enfin qu'il y ait encore des gens qui soient surpris en fait de ces différences en fait et du fait que, bah, oui, il y a pas que des gens qui il y a pas que du rap pour les mecs qui écoutent du rap en fait, il y a aussi le public rap, c'est un très, très, très large public, quoi. Mais c'est aussi c'est typique, ça reflète, un énorme gap dans la culture, globale en France qui est très, on va dire, cloisonné, Ah bah, c'est où on très fait ça, on fait tel focalisé, style, on reste dans sa case, les cases restent les cases. C'est pareil au cinéma, c'est pareil en BD, il y a le comics il y a la BD européenne, il y a le comics américain, il y a le manga et quand un auteur fait une chose pour basculer ensuite dans une autre, il faut qu'on le classe. On a créé le roman graphique pour ceux qu'on n'arrivait pas à classer. Enfin, tu vois, il y a c'est finalement le simple reflet, de ce côté-là et c'est aussi le reflet chez nous d'une culture textuelle. On en revient aux paroles de Bitume Caviar qui, chez nous, donne toujours la part belle au texte et du coup, ah bah, le complètement, rap hein. a toujours été valorisé en France par rapport à ça et c'est une des raisons, à mon avis, aussi pour laquelle les liens se font moins avec d'autres styles de musique parce que, l'apport du texte et la primauté du texte sur les mix et sur beaucoup de choses d'autres fait qu'on ne peut pas naturellement, facilement, aller chercher des gens d'un autre milieu, d'un autre style. À l'inverse de la culture américaine et anglaise qui mixe très facilement les styles depuis très longtemps, qui a jamais eu peur à l'inverse de mixer les choses et d'aller chercher partout ailleurs d'autres sources et pas uniquement pour faire les mix d'arrière-plan de la voix, même pour aller travailler sa voix. Et ben c'est une capacité de mix c'est une culture plus mixée, plus hétérogène, mais à la fois en même temps positive. C'est hétérogène, oui, c'est ça, hétérogène, Oui, oui. qui est super intéressante. Et alors que là, nous, on reste encore un peu cloisonné, même si euh, je trouve que justement Bitume Caverne sur ce côté un peu variette, mais assumé et géré et bien géré par alors j'ai découvert le nom de ce gars qui a fait plein de trucs, donc Romain 1100, qui est le DJ mixeur derrière eux, qui a quand même fait qui est le mixeur engineering, qui a fait un énorme boulot avec, les différents, compositeurs qui sont venus apparaître, truc je trouve qu'il a fait un boulot de ouf pour que l'ensemble reste extrêmement cohérent. Oui, c'est un disque cohérent en fait et effectivement, Ouais, on évite les écueils de la variété française où on surmixait le texte et ouais, là pour le coup tout se mélange bien. C'est aussi pour ça je pense que le disque fonctionne bien avec moi en fait, c'est que il n'y a pas cette volonté comme tu dis de mettre en avant trop le texte. Ça c'est le truc qui m'emmerde le plus. La mmh, manière de la version française de voir la musique, c'est très souvent la suprématie du texte et en plus une certaine façon de chanter. Genre le chant ça peut être qu'une manière de faire et tu peux pas faire autre chose et c'est très, très, très ennuyeux. Je trouve que ça se retrouve beaucoup souvent dans les opinions des gens par rapport à la musique. Dès que tu déroges un petit peu à la norme, dès que tu vas un petit peu dans un truc un peu différent, ça y est, c'est plus possible, c'est de la cacophonie alors que, bah, je préfère justement quand tout s'accorde et je pense que justement ce disque réussit très bien ça, à faire en sorte que tout, autant le texte que les instrus, que le flow en fait, se retrouvent vraiment de manière cohérente. ouais. Je pense que nous avons fait le tour? Ou est-ce que Oui! tu vois quelque chose à compléter? Non! Eh bien, du coup, nous allons enchaîner avec ma reco, qui est donc Dream Weapon de James Strong. Non, non,
vous ne rêvez pas, ça n'est pas un retour d'un mix mal monté de ma part de l'épisode qui nous renverrait à l'épisode 10. 10. Parce que Dream Weapon de Gengis Khan était ta reco à l'époque sur l'épisode 10, c'était il y a 5 ans. Et c'est vrai que je vais commencer par dire une chose. Il n'y a, comme disait la marionnette des Guignols de Chirac à une autre époque, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et ça a toujours été mon opinion. Et bah typiquement là... C'est un grand moment pour nous Ouais, ce podcast, c'est un très très grand moment. C'est exactement ce pourquoi j'adore faire ce podcast, même si on a eu des fois un petit peu de difficulté à tenir nos délais, de ma part ou du matériel surtout. C'est vraiment... L'album a repopé dans Tidal, je ne sais pas pourquoi, je l'ai Parce qu'il y lancé. a un nouveau single qui vient de sortir. Ah bah voilà, donc moi l'album est remonté, je l'ai écouté et j'ai fait hey, mais ça, voilà, mon cerveau, et ce pourquoi je fais cette émission, c'est pour m'obliger à me souvenir des choses, a fait hey, c'est bien ça, je mets de côté, sans faire le lien. Et je l'ai réécouté une deuxième fois, je fais c'est marrant quand même, ça me dit quelque chose, je fais bon, je le mets en reco, et toi tu me dis Alors, mais mec, c'est pas possible. C'était génial, j'ai halluciné quand on a ouvert le fichier, il y a genre une semaine ou deux, et j'ai regardé, même pas une semaine, j'ai regardé le truc, et fait attends, tu te fous de ma gueule. Mais non, Tu te même fous pas. de ma gueule. Non, parce que ce disque, moi je l'ai recommandé, tu l'as tellement descendu qu'après Alors. j'ai eu du mal à l'écouter parce que je me disais genre parce que ça m'a vraiment choqué Alors. quoi. J'étais genre resté en mode genre oh putain ouais c'est vrai que c'était Alors. pas aussi bien que ça. Mais Et alors, là, on va de revenir sur ce revoir- que j'ai dit. De le voir revenir, c'était mais magique. Donc Mais oui, non. revenons parce que j'ai pris des citations de tous tes commentaires absolument très bien avisés Moi aussi, je me suis sur réécouté. ce disque. Ah oui mais t'inquiète, Alors, moi je peux par les contre- citer en les lisant. Donc Il y a des vas-y, choses par contre vas-y. sur lesquelles je ne change pas. Ah bon, bah d'accord. Parce que pour le La coup, question ça du va pas minimalisme et du côté le rendu global de l'album qui me donne toujours cette impression de finalement de sous-produit ou de mal produit. Ah. Attends, non, cette sensation, Ah. maintenant je la comprends dans la démarche de l'album. Ah. C'est ça la variable. Pour moi, il y a un style, il y a un rendu, il y a quelque chose dans la tonalité, dans la DA de cet album qui me fera toujours penser que il y a un moment, mec, pourquoi, enfin, il va falloir que je creuse ça de mon côté pour le coup là vraiment à fond, parce que pourquoi t'as produit ça comme ça? Je comprends pas. Alors, la variable qu'il y a par rapport à ce qu'il y a 5 ans, c'est que je me dis que mon oreille s'est aiguisée, que ma culture a changé énormément, parce que ce que je reprochais sur le côté minimaliste et foutage de gueule, au final, justement non. Et là, on se rapproche, à mon avis, de ce que toi t'évoquais déjà à l'époque, une culture jazz qui est liée à cette manière de concevoir l'album, mais pas au style en lui-même, et qui fait que je commence peut-être à avoir une capacité et une finesse d'écoute qui est plus importante qu'à l'époque, et à trouver ce qui te plaît tant dans cet album-là. Il y a peut-être aussi un contexte où maintenant, quand je l'ai réécouté, j'étais peut-être dans un état d'esprit peut-être plus disponible, je n'en sais rien. Ça a peut-être énormément changé parce que vu le style très pas ambiante mais très éthéré, je pense que je suis peut-être aussi là en 2026 plus disponible pour quelque chose comme ça. Oui, alors ça clairement, d'ailleurs même moi à l'époque c'était pas tant que ça, j'écoutais pas tant que ça de disques avec beaucoup de synthé, et en fait je me rends compte d'ailleurs après avoir, quand j'ai regardé même mes stats d'écoute de groupes, que en fait à partir du moment où j'ai découvert ce disque, j'ai commencé à écouter beaucoup plus de musique qui utilise beaucoup de synthétiseurs. Que ce soit par exemple quand on a parlé de Trixpeak, qui est un groupe de rock psyché avec beaucoup de synthé, que par la suite quand on a parlé de l'album Time Wave Zero de Blind Incantation, enfin je me suis vraiment tourné de plus en plus vers des choses qui étaient beaucoup plus New Age et tout, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment avant. Ouais. Même Boards of Canada que j'aimais beaucoup avant déjà, hein, que j'avais déjà les disques quoi, à l'époque. C'est quelque chose que j'ai écouté énormément par la suite, mais vraiment beaucoup plus que je Ouais. n'avais jamais écouté avant. Et alors que, encore une fois, hein, c'est pas parce que j'ai acheté les disques à ce moment-là, je les avais déjà à la maison. Tu vois. Là, je les ai vraiment fait tourner à balle depuis ces dernières années. Je pense en partie à cause et grâce à ce disque, parce que ça m'a vraiment ouvert à ce style de sonorité. Et de le réécouter d'ailleurs ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais un peu resté avec une opinion un peu biaisée après qu'on avait parlé, et là de me Je suis désolé. bah c'est pas grave, mais le fait de me replonger dedans, du coup ça m'a vraiment fait me faire dire genre ah putain c'est vrai qu'en fait ils essayent, effectivement il y a toujours ce côté, à un moment je me demande si ça va péter et en fait ça pète pas, Ouais. mais parce qu'en fait je suis toujours dans l'attente de ce qu'ils faisaient avant.
alors que vraiment dans ce disque, on est face à un groupe qui veut faire une musique beaucoup plus détendue, beaucoup plus pas positive, mais quelque chose de ces serein en fait. C'est un disque très serein. Et même si dans la frappe en fait du batteur, donc, qui est le batteur qui est aussi dans Soma, qui est un mec qui est capable de trucs beaucoup plus chaotiques et beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins régulier en fait. C'est vraiment quelque chose que tu disais d'ailleurs à l'époque sur le Ouais, disque, c'est que tu trouvais pas l'intérêt en fait de la batterie parce que tu disais genre mais en fait c'est tellement régulier que ça aurait pu être programmé. Et en ouais. fait, je trouve que par rapport surtout pour avoir vu depuis hein, des fois des batteurs où tu te dis genre mec, c'est nul à chier parce que tu as l'impression que c'est tellement régulier qu'il n'y a plus rien. Là, il y a quand même des grosses variations par moment. Il y a des trucs qui sont méga réguliers qui Mmh. pourraient faire effectivement passer pour de la programmation. Et en fait, le type après amène des variations qui sont des fois de l'ordre de la mini, le micro variation, mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus improvisés et qui sont très très intéressants. Euh, je veux retrouver son nom exact parce que j'ai toujours du mal à le prononcer. C'est Nick. Mince. Mais je rebondis juste sur ce que tu Mais dis, le temps que vraiment, tu trouves le il est nom. très impressionnant. Ce que tu évoques, c'est exactement ce que moi j'appelle, l'angle jazz, cette manière de travailler l'instrument et de le justifier, de le rendre parfois hors contexte dans ce qu'il propose là, de comme je dis le là, je vois comme on disait, je comprends l'intention. Alors non, je comprends la démarche, même si je ne suis toujours pas calé sur l'intention parce qu'il y a quand même des trucs qui m'échappent, mais il y a vraiment, je le rapproche vraiment d'une démarche, de jazz, ça veut dire de construire un morceau avec toute cette espèce de pré-réflexion, de quelque chose de très, très, très intellectualisé et dont l'aboutissement est ce résultat-là. Je suis comme toi, je suis toujours en attente de l'espèce de pic, de paroxysme du morceau, mais non, il arrive pas. Il y a une espèce de rythmique hyper constante. C'est en ça aussi que je le renvoie au jazz, c'est ce côté, tu as une base rythmique et tout le reste, c'est de la variation autour et tout l'album est constitué comme ça et c'est vrai que je vois ce que je comprenais pas, je vois ce que je comprends maintenant, ce que j'en ressens maintenant, même si c'est pas encore, même si je pense qu'il y a encore un gros, gros travail à faire, mais oui, c'est étonnant à écouter, c'est étonnant à réécouter et à redécouvrir du coup pour le coup. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est quand même des morceaux qui sont très, très écrits, en fait, même Oui, si, oui, il y a c'est toujours extrêmement intellectuel. vraiment une volonté à chaque fois de réfléchir, de dire genre: «OK, qu'est-ce qu'on veut faire passer?» On est totalement dans un univers un peu rétrofuturiste, quoi. C'est un disque qui utilise un petit peu des vieux outils pour créer quelque chose de ouais, de très spatial, il y a un vrai une vraie notion de parcours. Et en fait, tout le disque s'articule pour aboutir vers la fin à un bref moment en fait où là, il y a un peu plus de guitare, qui est d'ailleurs un peu inspiré de Isis. Et Mmh. vers la fin, quand tu arrives à la conclusion, c'est voilà, c'est la fin du voyage, quoi. C'est vraiment un album. C'est un album conceptuel pratiquement. Il y a un côté Oui, très oui. cinématique dedans. Et je pense qu'il faut vraiment le voir dans cette optique-là. Et pas juste dans une série de morceaux en fait, mais vraiment dans un tout complet. Parce que le disque fonctionne uniquement dans cette dynamique-là, parce que justement tu t'attends toujours à que ça pète à un moment, alors qu'en fait, on est toujours dans la progression de genre: «OK, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après?» Mmh. Hem, c'est vraiment un disque super intéressant. Je suis très content que tu puisses, revenir dessus, qu'on puisse en reparler, parce que et surtout que ça te parle beaucoup plus, quoi, parce Mmh que, mh. c'est vraiment un album qui mérite le coup. Et donc le recommander, c'est tout à fait pertinent. D'autant plus que je trouve encore que l'influence de Boards of Canada est super importante. Alors déjà dans le groupe, c'était pas suffisant, mais alors là, on y est toujours à fond. Est-ce que du coup, tu as écouté Boards of Canada? Je ne crois pas. Je prends ça pour un non. Donc je t'ai envoyé le disque, il faudrait vraiment que tu écoutes parce que je pense que Ah ça oui, parlera si. Alors non, j'ai encore pas encore eu le plus. temps de l'écouter. Oui, je Voilà, l'ai pas ça écouté. parlera, je pense, encore plus. Mais Quelle catastrophe. ça tombe bien en fait, parce que Boards of Canada va sortir un nouvel album bientôt. Oh! Et après 13 ans, donc en plus c'était genre le dernier Gengis Throne, il remontait à 13 ans avant Dream Weapon, donc c'est exactement la même durée. Donc voilà, c'est coïncidence, hein, les 2 artistes seront pas coordonnés. Mais Gengis Throne en revanche va sortir un nouvel album cette année, Oui. qui du coup s'oriente alors est-ce que tu as écouté un petit peu le premier single?
Non, j'ai pas eu le temps depuis qu'on a préparé l'émission, il est en attente de mon écoute. J'ai eu Bah plein d'autres écoute, trucs à rattraper. c'est plus indus. C'est presque. Il y a des gens, beaucoup m'ont parlé du Nine Inch Nails. Ah ouais? Mais c'est Ah! vachement différent. Alors c'est pas vraiment du Nine Inch Nails, mais c'est beaucoup plus différent de ce qu'ils ont fait, auparavant. Et je veux revenir aussi sur plusieurs trucs, alors pas toutes tes remarques très constructives de l'époque parce que on va pas tous les refaire. Mais à l'époque, en fait, quand on a parlé du disque, donc il y a 5 ans, j'ai trouvé en fait, je me disais genre: «Je pense que ce disque se vend bien grâce à la hype, parce que le groupe revient et que c'était inattendu». Mmh. Mais que, bah, au final, voilà, je me demande quel public ils vont toucher parce que c'est quand même très différent de ce qu'ils faisaient avant. Et ben, OK. 5 ans plus tard, c'est super intéressant de revenir sur ce disque parce que quand tu regardes les stats d'écoute, et ben, en fait, les morceaux qui sont le plus écoutés de Birds of Canada, de Gengis Straw maintenant, Mmh. c'est les morceaux de cet album. Des morceaux qui sont beaucoup plus longs que ceux qu'il a fait avant, parce qu'aussi donc partons du principe que des fois un morceau plus court pourra plus facilement monter dans les stats d'écoute parce que les gens vont plus l'écouter. Du tout. Les morceaux les plus écoutés de Gengis Throne, maintenant, 5 ans plus tard, c'est toujours les morceaux de Dream Weapon. Le groupe a trouvé un nouveau public, ou en tout cas a convaincu le public existant, mais en plus de ça, des gens qui connaissaient pas, ou en tout cas qui aimaient pas spécialement ce qu'ils faisaient avant, sont arrivés dessus et font genre: «Ah bah en fait ça passe». Et ce serait super intéressant, je trouve, alors je ne connais pas, parce que la plupart des gens que je connais connaissaient Gengis Throne avant, mais je serais très curieux d'échanger avec des gens qui, du coup, ne connaissaient pas Gigi Throne avant et de savoir si eux ont ce sentiment. Alors toi, qu'en fait, toi, tu connaissais, en fait, donc tu connaissais pas, donc Oui, mais ça je compte me pas. demande, voilà, bah, c'est-à-dire que toi, vraiment, ton premier avis, c'était très négatif et je me Ouais. demande comment les gens qui ont accroché dès le départ comment ont ressenti le truc et du coup, comment ils perçoivent, en fait, la musique d'avant, quoi, parce que c'est toujours un groupe qui m'interpelle énormément, autant dans leur carrière précédente, j'adore toujours autant, l'album, c'est comment ça s'appelle? Mince, c'est Dead Mountain Mouth et l'album, Board of the House, toujours des disques incroyables Mmh. et Dream Weapon, c'est vraiment la rupture, quoi. Autant le fait et je sais pas d'où ça vient exactement parce qu'il y a bien un mec qui est parti du groupe, parce qu'avant c'était un trio et donc il y a, le chanteur, en fait, le mec était principalement à la voix, qui est parti et donc était à la voix et au clavier d'ailleurs et donc lui, il est plus dans le groupe, parce que je crois qu'il a juste plus envie de faire de la musique, donc il a pas le temps, quoi et en fait, les 2 gars ont continué 13 ans plus tard, se sont adjoints du coup, au chant, le chanteur de The Armed, le batteur, c'est un bête qui était donc c'est alors Nick Yakishin, qui est dans Sumac, et dans The Armed, en tout cas qui bosse dans The Armed de temps en temps Ouais. et maintenant ils ont un nouveau bassiste, qui était pas dans le groupe avant et qui aussi vient aussi de The Armed. Donc c'est, la nouvelle mouture du groupe a un peu changé et je me demande vraiment s'ils vont peut-être pas commencer un peu à tourner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors c'est vraiment pour le coup, on n'avait pas parlé à l'époque, mais c'est vraiment comment dire? Du groupe Roadburn. C'est-à-dire que pour le coup, voilà, les claviers à donf, le côté conceptuel et tout, putain, mais les mecs, s'ils sont bookés au Roadburn à un moment ou à un autre, il y aura plein de gens qui vont venir spécialement pour eux, tu vois? Genre, garanti. Donc très, très curieux de voir si, avec le nouvel album, les gars vont se dire genre: «Bon allez tiens, on repart un peu sur la route», parce que visiblement, enfin pour Dream Weapon, ils ont pas du tout fait de date, pas à ma connaissance. Ouais. Ils ont pas du tout essayé de retranscrire ça sur scène. Probablement parce qu'ils se sont dit genre: «Bah, attends, on a tous des agendas un peu bookés». Là en plus Nicky Hishin, il fait d'autres enfin ce Mac ça tourne quand même beaucoup plus. Donc je le vois mal parti pour faire autre chose, même si ce Mac va être un peu en pause puisque Aaron Turner, du coup qui est le membre principal de ce Mac, est maintenant de Neurosis, donc il va peut-être, avoir un agenda qui va se remplir lui aussi. Mais c'est, l'inconnu, on est face à la grande inconnue avec le prochain Gengis Throne. Est-ce que ça va tourner? Est-ce qu'on va voir ça sur scène? En tout cas, je serais très curieux de voir ça sur scène parce que je pense que justement autant j'aime bien le mix, en fait, j'aime bien ce que Kurt Ballou a fait, qui Ouais. d'ailleurs, je pense, vient le fait que tu aies un ressenti très différent avec ça, vient du fait que, bah, Kurt Ballou, c'est pas un mec qui vient de l'électro. C'est un mec Ouais. qui vient du rock, Converge, c'est son groupe, il vient du hardcore, du métal et tout. Je pense pas qu'il soit réfractaire aux autres trucs, tu vois? Mais
je pense que cette approche, en fait, différente vient du fait que lui n'a pas le passif d'un mec qui aurait écouté énormément Depeche Mode ou énormément Boards of Canada. Il a sûrement écouté ce genre de truc, il a sûrement écouté du krautrock, mais justement, il a plus une approche, je pense, plus psyché que, une approche techno, en fait. Et donc Ouais, du coup, ça donne peut-être ce résultat un petit peu étrange où tu te dis genre: «Mais attends, c'est pas exactement comme ça devrait sonner ou en tout cas, ça correspond pas à ce à quoi tu peux t'attendre». Parce que finalement, ça correspond plus à un schéma, ben, à la, Magma, à la Moondool, ce genre de truc, quoi. Donc c'est peut-être aussi une explication. En tout cas, le prochain J-Throne, normalement, je crois qu'il est de nouveau produit par Kurt Ballou. Donc, ça va être encore une fois assez intéressant de voir où est-ce qu'ils vont partir tous ensemble. Parce que, ouais, Dream Open, je trouve, encore une fois, encore maintenant, 5 ans plus tard, c'est toujours un disque qui interpelle. Et je suis content du coup qu'il t'ait rappelé. ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc, j'adore redécouvrir du coup l'album et j'adore d'autant plus que comme je dis, c'est vraiment un de mes moteurs pour le podcast, arriver à retrouver des choses comme ça, à finir par me souvenir de ce que je des choses comme ça tellement je n'ai pas de mémoire auditive, on va dire, pour être poli et c'est vraiment super intéressant. Mais d'ailleurs, je Vois-tu? pense que des fois, ce serait sympa qu'on revienne des fois sur certaines chroniques ou certaines recos, même pour des trucs qu'on a aimés, tu vois, pour en reparler maintenant, parce qu'avec la culture musicale qu'on a acquise depuis 5 ans, Ouais, donc il y aurait des trucs ça à des fois à rajouter. Ça pourrait peut-être qu'on valoir le fera coup. des rétro recos. Voilà. D'ailleurs, en parlant de rétro recos, tu évoquais, si quelqu'un a écouté depuis le début, Gen Z Tron et veut venir en parler, n'hésitez pas, faites-nous des petits messages, venez nous en parler dans nos différents réseaux sociaux. On peut sûrement s'arranger pour faire une émission avec vous si ça serait extrêmement intéressant. Vois-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non. On va passer au truc en plus. Alors, on va discuter ensemble de quelque chose que tu as suggéré, car tu as récupéré un article, que je ne dise pas de bêtises, je me le remets immédiatement sous les yeux. Alors, c'est un article que tu as trouvé dans, Le alors, magazine Wired. le magazine, voilà, alors, le titre étant The, Alors, je te laisse le dire. est-ce que tu veux que je dise, voilà, The Ouais. fanfare around the band Geese actually was a psyop. Donc en gros, l'engouement autour du groupe Geese, donc un groupe de math rock américain, était en fait une opération de psyop. Alors je sais pas comment on traduit ça en français. Psyop, en gros, c'est une opération de espèce de contrôle des masses, ou en tout cas de déformer la réalité. C'est généralement quelque chose qui est plus associé à la CIA d'ailleurs, plus qu'autre chose. Alors, D'ailleurs, beaucoup de gens sont un peu, beaucoup questionné l'utilisation du terme psyop pour parler de techniques de marketing, parce que, bah, en finalement. France, l'équivalent, ce serait ce qu'on appelle le marketing psychologique ou émotionnel. D'accord. Pour info. Oui, alors pourquoi on parlait de ça? Bah, parce que toi, tu te tout de suite, quand on a commencé à échanger, tu prenais sous l'angle de, «Oh là là, les buzz, c'est plus ce que c'était». En vérité, on se rend compte qu'il y a plus de buzz, réel qui existe autour des groupes, que tout est construit, tout est travaillé. Oui, c'est une évidence que, particulièrement depuis 10, 15 ans, et quel que soit le sujet, là, nous on prend sous l'angle des morceaux, des groupes de musique. Et encore plus avec l'avènement de TikTok et ses micro-extraits heu, qui a quand même transcendé cette utilisation de morceaux en micro-boucle. Hem, ça fait des années que de toute façon, il n'y a plus de le buzz naturel n'existe ou organique selon l'agence avec qui vous travaillez, ils vont pas utiliser le même mot. Hem, Ça existe quasi plus. À partir du moment où, Google est devenu le seul et unique élément, de référencement pour tout le monde et où les réseaux sociaux sont devenus le second élément, de référence, l'un comme l'autre utilise des algorithmes de classement, des algorithmes de soumission, mais ce sont des algorithmes dans lesquels on rentre des variables, dont une qui est extrêmement importante, que ce soit Google ou les autres. Si tu payes, tu rentres plus facilement dans l'algorithme, tu arrives pareil plus tôt dans l'algorithme, tu arrives plus vite, tu es répété plus souvent. Et c'est là où la question, donc ce qu'ils appellent les psy-op, ça veut dire que c'est des éléments de guerre psychologique intégrés au marketing des réseaux sociaux. Ça, c'est la traduction littérale américaine. Euh, c'est très, très, très clairement une façon de matraquer, de marketer euh, un produit, une musique, un style, une manière de penser. Quand je vois que
tu vois le travail de Netflix qui fait des choses sur des séries comme la F1 et que comme par hasard, d'un seul coup, ça pop dans avec une volonté de renouveler son image, qui met des pilotes plus jeunes et que comme par hasard, ça match avec, les recos de ma fille dans son Insta. Il y a pas de hasard. Il y a pas Oui, de bien hasard. sûr. Mais Et le ce que tu appliques à la musique, donc pour revenir à ce que à la question initiale, ce que dit l'article, bah ouais, la vraie question, pour moi, que pose l'article, au-delà de la question donc de la mise en avant de tous ces systèmes, de tous ces éléments, qui sont, mmh, alors, qui pour notre génération est une évidence parce qu'on a connu sans. On a connu l'époque où c'était le bouche à oreille strict, ou la culture de la revue où on attendait le mensuel ou l'hebdomadaire qui faisait la review de tous les albums qui étaient sortis pour se forger une idée. On avait des journalistes face à nous qui avaient des opinions, des goûts qu'on connaissait, donc on savait comment réagir à leurs opinions. Maintenant, tu sais pas d'où sort la reco Instagram, TikTok, réseau social Facebook ou même du coup la reco télévisuelle, mais elle apparaît partout d'un coup. Et c'est et je oui, trouve que alors c'est un truc, ça n'est plus que du market. oui, alors donc je prends en passer une. Oui, pardon. L'idée quand même du truc, c'est que l'article mettait quand même en valeur le fait que non seulement effectivement tu as cette volonté du coup bah, de créer du buzz de manière artificielle, mais surtout qu'en fait effectivement c'est déguisé à l'ensemble du flux, mais surtout que c'est déguisé d'une manière tellement pseudo-organique que tu es vraiment face à quelque chose où tu as du mal à déterminer de nouveau, même je Oui, pense pour des gens de notre génération, quand tu regardes une vidéo, de dire genre putain, mais en fait, c'est pas une vraie personne, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a été payé, c'est pas mentionné, il y a pas de contexte, et tu regardes une vidéo qui peut se mêler facilement au reste du flux, qui pourrait ressembler totalement à n'importe quelle interaction. Enfin, moi, j'ai ouais. vu récemment un article qui parlait justement du buzz autour d'un groupe de néo-metal qui s'appelle Seven Dust, qui est un groupe qui existe depuis très très longtemps, qui est en train d'avoir une résurgence maintenant parce que bah, leur carrière continuait, mais que du coup, bah, en fait, il y a des gamins sur TikTok qui ont découvert vraisemblablement le groupe et qui ont créé le buzz. Est-ce que ça vient d'un phénomène organique ou est-ce que ça vient d'une campagne marketing? Des fois, c'est difficile de se poser la question parce que, effectivement, comme tu dis, maintenant, voilà, tout passe par Google, tout passe par les algorithmes et du coup, ça crée quelque chose qui et par nature qui n'est pas organique. Il n'empêche que il y a quand même toujours des gens qui postent sur ces réseaux. Il y a toujours des groupes qui arrivent. Et quand tu regardes un groupe comme Geese, par exemple, bah, un groupe comme Geese, ça reste un groupe de mat rock. C'est pas un truc super facile d'accès, populaire. Et ils ont quand même réussi à avoir un énorme succès. Et tu pourrais te dire, genre, mais c'est un groupe de rock indé, ils ont pas nécessairement le budget. Et en fait, ce qui est vraiment notable maintenant, au-delà du fait que, comme tu dis, tout est manipulé par les algorithmes, c'est que même des groupes indés comme Geese qui jouent une musique pas forcément facile, genre on a aussi l'exemple avec l'angine de poitrine, et le gros phénomène actuellement dont tout le monde parle, qui est pas mal du tout, hein, mais quel est le budget? Tu regardes le truc et tu dis genre OK, mais c'est parti d'une vidéo qui est devenue virale. Est-ce que la vidéo est devenue virale parce Alors, qu'ils ont payé un budget marketing? Est-ce que le groupe avait le budget pour se permettre de ça en partant du principe que genre ah oui, ça va forcément marcher? alors, Comment ça fonctionne? Ça amène quand même beaucoup de questions sur je vais rajouter le des dessous des éléments tables, on va dire. je vais rajouter des éléments à ta réflexion et une des raisons pour laquelle on appelle ça, les Américains particulièrement appellent ça de la psy-ops pour ce type d'opération marketing, heu, parce que la question est liée à la question de la désinformation, comme tu dis. On ne sait pas d'où ça sort, on ne comprend pas d'où sortent toutes ces vidéos et il y a une agrégation autour de parfois d'une seule source qui crée un effet de masse. La deuxième chose que tu évoquais, c'est la question du budget. Alors déjà, il y a un truc et c'est là où ça rejoint les problématiques actuelles, avec la gestion des IA, la qualité de production des IA, ça ne coûte quasiment plus rien de générer 1, 2, 3, 15 vidéos en utilisant des comptes secondaires. Ça n'est plus des budgets pharaoniques. Au contraire, c'est même pas des budgets élevés et ça peut même être le chargé de com du petit groupe qui a décidé de le faire, qui passe son temps, qui connaît les outils et qui le fait tout seul. La Alors, question, la question de que ça prenne ou pas, c'est là où ça devient assez vicieux, c'est que les outils pouvant être mis en place pour créer les contenus à mettre en avant, si après tu as juste toi plus qu'à payer la campagne
chez Insta, chez machin, enfin, chez Meta au sens très, très large, ou chez ABC, ou chez Alphabet pour, Google, hem, ça devient le budget en lui-même, il va plus se concentrer sur les plateformes que sur la création. Et si il y a un glissement des budgets dans les campagnes actuellement de marketing, je mets des mots très, très larges, qui sont liés à toute l'arrivée de certains outils d'IA, enfin de génération automatisée d'images, qui deviennent et qui rendent la problématique et qui rendent le mot du coup psy-op encore plus pertinent. C'est extrêmement compliqué. Il n'existe plus ou très peu de référencement organique et de buzz organique, de buzz naturel, parce que la masse, la gestion des algorithmes fait que ça ne peut pas franchir une certaine barrière qui est liée au fait de ceux qui payent. Et ceux qui payent pour apparaître plus haut dans le résultat, pour apparaître plus régulièrement. Euh, Si un buzz devient strictement organique, c'est parce que de toute façon la personne est déjà hyper connue avant. Toujours penser à au type, je sais pas moi, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Oui, elle voilà. poste une connerie, elle, oui évidemment qu'il est naturel et qu'il est organique leur buzz, parce que de toute façon elles ont déjà une telle base de fans et qui vont répercuter les contenus, qui vont discuter des contenus, que là c'est encore autre chose. Mais un jeune groupe qui aboutit, c'est pas un budget si élevé que ça pour faire passer les éléments, pour avoir constitué la base de référencement qui peut peut-être permettre de créer un gros buzz. Même là où ça devient pertinent, c'est comme c'est un effet dit de propagande qui appuie sur des éléments psychologiques et surtout sur le fait du doom scroll, avec le fait de répéter régulièrement, même du matrock, ouais, les gens peuvent finir par l'accepter. Alors, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour le groupe de Matrock, hein, il y a il y a de l'avenir, il peut y avoir de l'argent. Avec Gis, ce qui est d'une important de signaler, c'est que on sait que c'est une opération de marketing parce que il y a une interview du coup de l'agence qu'ils ont utilisée qui s'appelle, qui s'appelle d'ailleurs, je trouve très ironique, qui s'appelle Chaotic Good. Genre les mecs, genre vous doutez de quoi, vous doutez de rien, genre comment vous appelez votre campagne marketing Chaotic Good? Mais donc du coup, Gis en l'occurrence, c'est ça, alors que on pourrait dire que c'était facile de voir le poteau rose, entre guillemets, hein, parce que pas déconner non plus, Mhm. facile a posteriori, mais n'empêche qu'ils sont passés à Saturday Night Live, ils sont passés à Coachella maintenant, donc voilà, c'est un groupe qui avait peut-être déjà un agenda avec la possibilité de contacter les gens qu'il faut. Il Euh, faut pas oublier, là, s'ils sont passés à Coachella et chez, ou Saturday Night SNL, ouais. Live ou SNL, hem, c'est donc des gens qui ont une un budget com, Oui, voilà, qui ils ont une savaient. agence, qui ont des gens qui travaillent pour eux et qui connaissent très bien ces outils. Soyons clairs, hein, je fais pas du complotisme, hein. C'est Ah non, non. clairement des outils d'agence de communication moderne, ça passe par ça de nos jours. Non, mais Faut pas rêver, hein. c'est important justement de le souligner, hein. C'est ça qui est justement intéressant dans cette opération, c'est que il y avait deux parts en fait. C'est-à-dire que le fait de révéler que c'était une opération de com, ça a amené un ton un petit peu de dire genre oh mon Dieu, on est tous manipulés, mais en même temps de dire genre bah oui, mais en même temps tous les groupes en fait indépendants ont un petit budget comme tu dis, hein. En plus maintenant, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un budget pharaonique pour y avoir droit. Bon bah tous ces groupes-là arrivent à avoir un buzz. Maintenant, quid d'autres phénomènes, comme par exemple, donc, je mentionnais Seven Dust, vraisemblablement le buzz autour de Seven Dust, il est parti d'un gamin qui a découvert sur la playlist de sa tante un des vieux morceaux du groupe et qui s'est filmé en train de danser sur un des vieux morceaux du groupe. Bon bah, tu peux quand même te poser la question de savoir, genre, mais attends, enfin, personne n'a payé pour ça, ça veut rien dire, c'est une campagne tellement débile de dire genre alors oui notre budget on le base sur uniquement un gamin qui va danser sur un clip d'un vieux morceau à vous qui était même pas un Alors, single genre il y a rien de ok. débile, c'est ce qu'on appelle le real people, il faut coller au support. TikTok et les reels d'Instagram sont remplis de gens qui normaux, je mets des énormes guillemets, hein, d'une ultra standardisée pour être voilà, ultra standardisés, qui font ce genre de choses, sans nécessairement l'avoir payé à l'origine. Ils ont très bien pu décider de la prendre et de la pousser et de la faire pousser plus ou moins en accord avec l'auteur d'origine d'ailleurs, hein. Faut pas Alors c'est du coup une vraie question parce que pas mal de groupes qui du coup bénéficient actuellement de cet engouement. Je pense pas d'abord Acid Bath dont on a parlé beaucoup l'an ouais. dernier, dont le succès est venu genre incroyable alors que c'est un groupe totalement obscur. Alors encore une fois, comment est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont décidé de faire monter la sauce avec ça?
est-ce que c'est vraiment devenu, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu un budget marketing, et que le groupe a mystérieusement réussi à investir, dans un parce que pour le coup, vraiment, enfin, d'Acid Bath, tu vois, je suis vraiment très surpris, tu vois. Autant Seven Dust, à la rigueur, tu vois, ils sont quand même un groupe qui sont sur encore des labels semi-majors, donc du coup, bon, il y a encore les moyens d'avoir de l'argent, tu vois. Acid Bath, ils n'avaient pas de label. Donc, je suis un peu quand même très surpris, comme quoi il peut y avoir encore des grosses surprises. De la même façon que Crowbar Mmh. a aussi bénéficié d'un buzz phénoménal sur un morceau aussi tout à fait obscur de leur discographie. Et juste, les gamins ont commencé à se filmer en mimant les paroles d'un morceau, même pas une phase B, mais d'un morceau qui n'est même pas le morceau le plus populaire, de très loin, de Crowbar. Et le groupe est passé de 8 000 auditeurs mensuels à 1 million. Donc, Ouais. c'est voilà. Donc c'est aussi cette perspective-là pour moi qui est intéressante, c'est que même si effectivement, comme tu dis, l'algorithme, hein, les campagnes de marketing font que on n'est plus face à des trucs très organiques, hein. Pour l'organique, il faut écouter les podcasts de référence. Mais pour Ouais. avoir pour être face à des phénomènes comme bah voilà, Crowbar, Seven Dust, Acid Bath, oui, est-ce qu'il y a un budget marketing à un moment? Peut-être. Pour certains trucs, genre Seven Dust, je veux bien être convaincu. Pour Acid Bath, je suis quand même très. J'ai le gros doute, tu vois. Alors Quand l'article de Wired arrivera et qu'il me dira, genre, Acid Bath, c'était un psyop, je serai vraiment à lire à chaque mot, à dire, alors, genre, comment, pour qui c'est a trouvé de l'argent pour ça? c'est là où il Il faut pas sort non d'où le plus budget? virer à la comme je disais, au complotisme du truc. Imagine, tu es le chargé de com, tu es le label avec ton équipe de communication qui a Acid Bass. Tu vois que d'un seul coup, il passe de 10 000 à 100 000 vues. Le ratio est faible, hein, par rapport à ce type de groupe. Ouais, Bon et OK. Tu fais: «OK, mais qu'est-ce qui se passe?» Là, tu vois et tu repères des éléments qui sont intéressants. Et toi, là, tu as ta première partie de com qui est faite. L'intérêt pour toi, c'est maintenant de rajouter, de pousser un tout petit peu, de mettre deux trois billes dans deux trois lignes de budget dans, chez Insta pour les pousser, dans TikTok pour les pousser, chez Alphabet pour le pousser et ça te coûte 10 fois moins que si tu étais parti de rien. Mais tu as plus qu'à repousser quelque chose qui a déjà amorcé. Ils ont des gens extrêmement, compétents qui lisent et qui travaillent la tendance, qui regardent constamment alors, tout ce qui se passe sur les réseaux. Là ça, où ça fait du sens. et c'est je pense plutôt que dans le cas d'Acid Bass, ça a passé comme ça. Tu vois? C'est quelque chose, ils ont rebondi sur un premier bond qui était déjà existant et ils se sont dit: «Mais on en profite, on pousse le truc. On reprend l'existant. Ah, tu vois? Ça laisse quand même là beaucoup d'interrogations parce que, comme je disais, il n'y a pas de label en fait. Ils n'étaient pas signés, ils n'étaient même pas reformés. Donc, est-ce que le buzz est venu du moment où ils ont été, quand il y Ah a eu bah, l'annonce de la reformation? Est-ce que le buzz, je sais pas comment le buzz a commencé. eh Est-ce que bah, le buzz ils vient de la reformation et du moment où ils ont failli jouer au Sick New World, donc qui avait été annulé, ben, qui a mmh, eu lieu cette année d'ailleurs. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là? C'est intéressant de regarder du coup les stats faudrait la de la timeline et les progression, stats. exactement voir comment c'est, parce qu'effectivement, à un moment, enfin au tout début en tout cas, enfin, je te dis, hein, vraiment, il y avait pas de budget, parce que de toute Mmh. façon, il y avait pas vraiment de groupe. Et les mecs, ils sont formés pour une date, hein, et ils ont demandé beaucoup d'argent, tu vois? Donc, vraisemblablement, ils allaient rien faire après. Donc, il y avait pas de façon de volonté. Est-ce que le Sick New World, à ce moment-là, a quand même rebondi en disant genre: «Bon, attends, on va mettre des billes là-dedans Mmh. pour faire en sorte de faire monter la sauce», ça c'est tout à fait possible. Par la suite, le phénomène du coup continue peut-être tout seul. Ceci dit, ils sont en ouverture maintenant de System of a Down pour, la tournée des stades. Ouais. Et est-ce que du coup, alors je crois que c'est Live Nation, est-ce que Live Nation aussi a pas commencé aussi à mettre des billes? Mais Alors maintenant le buzz, je pense que quand même, avant même l'annonce de la tournée avec System of a Down, le buzz était quand même monumental parce ils vendaient déjà genre ils vendaient déjà des salles de 5 000 places, tu vois? Sold out en ouais. 15 minutes. Donc c'est s'il y a eu des billes qui ont été mises, c'est au moment où le Sick New World a été annoncé, où quelqu'un a Mmh. dit genre: «OK, il faut qu'on va créer un petit buzz autour de Acid Bath parce que ça nous coûte suffisamment d'argent que, voilà, on peut aussi investir dans un peu plus de publicité pour faire en sorte que, ben, ce soit pas juste les fans qui viennent, mais aussi des gens qui potentiellement». Après, il y a quand même un phénomène intéressant derrière ça, c'est que même si, tu mets des billes, comme tu le dis, il y a quand même des gens qui derrière regardent, ils font genre: «Ah mais c'est vachement bien en fait». Genre les Ah les mais gens vont quand même payer les places, quoi. alors ça Ils vont empêche pas pas cette juste partie-là. écouter, quoi.
Ouais, Crowbar, c'est ça qui est fascinant, c'est vraiment ils vendent des salles plus grandes, quoi. Autant le 8 000 à 1 million, déjà, c'est incroyable, mais en plus, il y a vraiment des gens qui viennent les voir en concert, les ouais, mecs. Les mecs ont une vraie carrière qui commence, alors que c'est un groupe qui a toujours eu un succès d'estime, alors mérité, parce que c'est toujours été très, très, très bien, mais jamais au grand jamais tu pourrais t'imaginer qu'en 2026, soudainement, des gamins de 15 ans écoutent, la musique plombée de Kurt Cobain et se disent genre: «Oh mon Dieu, le bayou, c'est ça qui m'a toujours parlé, j'étais pas au courant». Mais en fait, les riffs, la Pantera, mais ralenti, vitesse -20, c'est ça que je veux écouter, quoi. ouais. Ça reste quand même fascinant, donc je veux quand même mettre un petit peu, même si je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, je vais vraiment pas revenir sur ça. Il y a quand même un phénomène super intéressant sur, OK, à partir du moment où tu as mis des billes, oui, effectivement, tu crées des faux comptes et tu crées effectivement des gens qui ressemblent à des tiktokers de base et puis tu crées, un Alors je dis buzz. bien, tu peux aller jusque-là, mais où tu peux simplement financer via, les plateformes et les outils qui sont disponibles, hein, Oui, donc de toute façon n'a pas d'autre sens depuis 2001, depuis qu'ils ont pu on l'avait discuté, depuis qu'ils ont pu breveter leur page hunter, c'est-à-dire le fait de pousser certains résultats en avant par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont breveté leur algorithme, ils ont pu donc dire: «Hey, payez-nous et vous serez devant les autres». À partir ouais, de là, plus rien des résultats ne peuvent être naturels puisque nécessairement, plus tu vas payer, plus tu vas être devant. Et plus il y en a un qui paye plus que l'autre, plus il y a donc nécessairement la première page de Google, c'est quasiment à 80% dans des domaines très marketing, hein, pas quand on cherche ton site web à toi, oui, oui, bien hein. sûr. Ah oui, forcément, ouais. Les trucs, très trucs. Sans non plus virer dans le complotisme, je Non, bien sûr rappelle, que non. il y a des outils, ces outils sont appliqués dans tous les domaines, dont les domaines politiques. On en a plus ou moins entendu parler avec l'élection de Trump en 2016, mais Ah bon? Je veux dire le Brexit, ça a pas du tout voilà, non été plus le c'était Brexit. naturel? C'est Voilà. ouf! C'est pour ça, je dis, la question n'est pas de dire et de parler de ça de façon complotiste, mais de savoir que ça existe et de commencer à se poser les bonnes questions au regard de ce qu'on voit. Chacun fait son opinion, chacun est libre de son opinion, ça n'a rien à voir. Mais je dis Ah bah juste, oui, il vaut mieux tu les gens ont le réfléchis libre mieux quand tu le arbitre sais. encore. Ah oui, tout à fait, mais justement ça, c'est quand même très intéressant. Après les stats d'écoute, pour en revenir à la musique, les stats d'écoute, c'est quelque chose qui peut facilement être falsifié, mais les ventes de billets et les gens présents dans la salle, en revanche, c'est plus compliqué. Oui, Et c'est là où c'est vraiment intéressant quand même. Là, Geese, bon, bah, mine de rien, ils ont quand même réussi à avoir, pas mal de fans, quoi, par cette méthode. Mais ouais, enfin, à Sitbaf, enfin, les billets sont quand même vendus, quoi. ouais, Crowbar, c'est pareil, quoi. C'est assez ouf, même si malgré tout, on est face à une culture du coup du marketing qui fausse totalement les données sur est-ce que je suis vraiment recommandé par quelqu'un qui est une vraie personne et pas quelqu'un qu'on a payé. Au final, si t'aimes la musique, bon bah, ouais. c'est pas c'est comme tu dis, ça existe depuis 20 ans en fait, c'est Mmh. déjà le cas donc Disons si qu'on to si atteint un point actuel qui est très, très compliqué sur le fait de savoir si ce que tu vois, ce que tu entends, non pas, est vrai ou faux. Il y a ce contexte-là lié aux ah, générations d'images, ça c'est un ARIA, autre problème. c'est un autre problème, mais surtout de quelle manière on te pousse certaines choses et pas d'autres. On te pousse dans le sens à Exactement, tous ouais. les niveaux parce que, c'est vraiment, dans tous les corps de médias, quels qu'ils soient, même les plus anciens, le problème se pose. Parce que le fait que les médias soient tous passés en mode privé, que ce soit de Bolloré ou autre, particulièrement avec des gens comme Bolloré pour ce qui est de la France, Ah bah, oui, ça pose un problème parce que eux, leur intérêt est de pousser certaines idéologies et certaines choses au-delà du marketing et qu'ils utilisent ces mêmes outils sur leur propre plateforme parce qu'ils ne possèdent pas qu'un média mais plusieurs médias. Et cette logique du coup cross-média et sursaturer, de faire donc du psy-op au sens strict sur des contenus différents, c'est une problématique. et ce qui est d'autant plus, frustrant et fou, c'est qu'on l'avait déjà vu avec, Rupert Murdoch, avec la chaîne Fox, Mhm. et Fox avec, News, oui. le et puis, en Angleterre. Donc c'est des phénomènes qui sont connus, qui ont été critiqués, dont on se moquait pendant des années et Bolloré fait exactement la même chose que Rupert Murdoch à l'époque et ça passe crème. C'est Ouais.
Genre, c'est comme si on n'avait rien désamorcé depuis des années et que quand ça arrive en France, juste, fait par un mec bien de chez nous, c'est plus la même chose. Genre, Mmh. bah si, Fox News, c'est BFM TV, c'est la même chose, Voilà, enfin, c'est les mêmes phénomènes de fonctionnement et effectivement, il faut vraiment faire méga gaffe à ça, parce que, comme tu dis, enfin là, voilà, que tu découvres un groupe indé, parce qu'on t'a mis une fausse vidéo TikTok, bon, c'est pas la fin du monde. Mais effectivement, quand on t'obscurcit une partie des données réelles, c'est un autre problème. voilà. Enfin bon, je pense que nous avons fait le tour et l'angle est bien anglais, je pense, ton article, que donc on peut retrouver sur The Wired. Il est en libre ou il est en paywall? Non, justement, je te l'ai envoyé en PDF parce que et j'ai dû payer un abonnement pour y accéder, donc non, enfin, si vous n'avez jamais encore, accédé à aucun, article de Wired, en ligne, je pense que vous pourrez y accéder. Mais effectivement, si vous commencez à regarder d'autres articles de Wired, bon, bah, vous aurez, voilà, Et faudra commencer à payer. et C'est une bonne Wired revue, est hein. voilà, c'est ce C'est que une je veux bonne dire. revue à Wired, hein, si vous connaissez pas. Déjà, je suis étonné, je connais pas. C'est une revue américaine, de tech et qui existe depuis bien longtemps et en fait, ils ont vraiment une bonne couverture médiatique, sur, bah, les intelligences artificielles, la politique. C'est encore il y a encore, je pense, pas mal de journalistes dedans et ils font du bon boulot. Donc je vous encourage à checker Wired, hein, ça a toujours été un bon magazine. Mais avant, il y avait un petit angle un peu tech, divertissement, qui était pas inintéressant, tech, culture, divertissement qui était pas inintéressant, mais ils deviennent de plus en plus orientés politique Ils et l'ont c'est toujours plutôt plus ou moins été, hein. ouais, mais ça l'est encore plus prononcé avant, enfin vraiment, enfin j'ai pour avoir lu des vieux numéros de Wired, tu vois, genre il y a 10 ans, tu vois, par rapport à ce qui publie maintenant, je vois quand même nettement la différence, quoi. Bah, je pense que Hem, le contexte ah et bah, ce qui forcément, hein. on c'est exactement ce que je viens de dire, ce qui est fait de la technologie fait qu'à un moment ou à un autre, tu es obligé d'avoir un angle politique dans ton approche des contenus Voilà, on est bien et de la d'accord. tech. Mais du coup, ils auraient très bien pu aussi, ignorer totalement le truc et faire autre chose, mais là, ils l'ignorent pas. Donc ouais, non, Wired, je vous encourage à checker, c'est Ouais. toujours une bonne source, hein. Mmh. Et pour info, Si ils sinon, sont nés en 93, hein. de quoi? Wired? Wired, ouais. Ah L'édition ouais? au départ, ils étaient print et au début 2000, ils sont passés print et web. Mais c'est date de 1993. Waouh, ouais, Ça donc c'était fait 30 ans. précurseur, quoi. Ouais. Enfin bon. Et ben voilà, encore une belle reco pour finir cet épisode. Oui. Venez nous dire sur tous les réseaux sociaux que vous retrouvez sur la page du podcast recosic.lepodcast.fr. Venez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez envie de discuter avec nous de Gengis Khan et du coup, si vous les écoutez depuis le début, venez nous voir. On aura sûrement des choses à échanger. Et de Isha et de Limsa Dolnay. Venez de toute façon nous dire ce que vous pensez de cet épisode le plus vite possible. On espère que ça vous a plu ou pas. En tout cas, venez toujours nous parler. On est full open. On vous dit, soignez-vous bien, faites ce qu'il faut pour être en forme. Toi, tu as toujours ton blog Toujours delendistortion.wordpress.com. les chroniques, tous les mercredis et tous les vendredis. Oh, que c'est bien! C'est beau la régularité, la classe. Ah oui! Et voilà. Et du coup, on vous dit à très vite, à très bientôt. Bisous. Bisous!